Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropic Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropic Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com. Guyane, actualité. Tellement de discussions que nous avons en antenne et c'est mieux qu'elles restent en antenne ces discussions. En tout cas, elles sont toujours très intéressantes. Merci à vous d'avoir choisi Radio Pays et Pays Matin depuis ce matin 5 heures en cette matinée du jeudi 6 juin 2024. Nous partageons toute l'actualité avec vous, avec notamment cette opération Relooking Express à Cayenne avant l'arrivée de la flamme olympique qui fait énormément parler sur les réseaux, mais en tout cas qui était déjà prévu et qui nous a été expliqué notamment par Sandra Trochimara, maire de la ville de Cayenne. Je vous rappelle que pour information, nous sommes déjà à jour J-2 des élections européennes. Pour la Guyane, vous le savez, les territoires ultramarins votent la veille du territoire hexagonal et ce sera samedi. Et nous avons pu notamment entendre Philippe Boubaye, qui était l'invité de Radio Pays et qui explique que le choix qu'il fait, le soutien, est une vision commune avec les communistes, la liste du Parti communiste et qu'ils ont de l'Europe antilibérale et qu'il faut stopper les politiques actuelles menées par l'Union européenne. Nous avons également parlé de sport ce matin avec notamment la Coupe Vive féminine deuxième édition qui va se dérouler en Guyane. Elles sont prêtes, les 3 équipes sont prêtes et je peux vous dire qu'il y aura du football boule qui est tombée. À quoi ça nous a dit ça? Ah ben voilà, boule qui est tombée tout le monde et je peux vous dire que il faudra suivre ça. Et si vous le ratez, bah écoutez, Lynn Berthier vous fera un plaisir de vous résumer ce qui s'est passé sur les terrains d'eau. Toujours compliquée la situation au Grand Port Maritime avec les dockers qui dénoncent des mauvaises conditions de travail, les personnels de la GEMAG qui ont exercé leur droit de retrait depuis hier à l'appel des syndicats FO et CFDT. Ces derniers pointent des conditions de travail exposées à plusieurs risques, notamment l'encombrement du port, de dégradés cannes et les travaux qui y sont effectués et qui favorisent les risques de danger et d'incidents. Nous suivrons toute l'actualité avec vous les amis et nous vous permettons de la commenter à travers nos émissions. Vous le savez, c'est votre Radio Pays 05 94 36 36 06 et directement sur le Facebook Live lorsqu'il est connecté comme ce matin pour parler de ces jours des afro-descendants avec 2 conférences, 2 masterclass qui vous sont présentées et qui seront animées par Dibambari Mbok. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ce matin dans le supplément Pays sur Radio Pays pour parler de beaucoup de choses. En préparant cette interview et en cherchant qui vous étiez, il y a énormément de choses sur vous. Vous êtes un écrivain, vous avez écrit, si je ne me trompe pas, une quinzaine d'ouvrages. Un peu plus. Un peu plus même. Et vous faites partie de ces personnes qu'on voit comme étant aujourd'hui une référence d'une panafricanisme et également une espèce de chercheur de notre histoire, de notre afro-descendance. Est-ce que j'ai bien expliqué les choses? Oui, on peut le dire de cette manière, c'est effectivement cela, parce qu'en fait, une part essentielle de mon travail, pour être un peu plus précis, consiste à illustrer, disons, les liens que, on va dire, l'Égypte pharaonique entretient avec les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara et dont sont issus, évidemment, les Guyanais, puisque par l'histoire, on sait que une part essentielle de cette population provient justement de l'Afrique occidentale. En 2024, on est beaucoup plus à l'aise pour entamer des sujets comme celui-ci parce que l'histoire, les recherches, le développement des réseaux sociaux et aussi les politiques qui se font dans les pays africains, les politiques qui se font également, je parle des politiques de résistance qui se font dans les pays africains, dans les pays ultramarins, notamment on le voit en Nouvelle-Calédonie, on le voit en Guyane, on a eu 2017, on le voit en Martinique et en Guadeloupe, c'est partout tous les territoires qui ont à un moment donné dans leur histoire eu affaire à la colonisation en un discours qui aujourd'hui est beaucoup plus musclé et dans ce discours il y a cette nécessité de recherche identitaire. Oui, c'est absolument nécessaire puisque c'est d'abord un questionnement autour de ce qu'on est fondamentalement, puisque l'idée c'est de savoir s'exprimer par notre propre fait culturel. Et généralement la colonisation a ceci, et qui est un des avantages au fond, de gommer ou tout au moins d'ignorer l'existence d'une culture, d'une tradition évidemment différente de celle de celui qui souhaite coloniser en fait. Donc c'est ça. Et actuellement, le monde est ainsi fait que les peuples aujourd'hui souhaitent s'émanciper. En fait, on souhaite passer à autre chose parce qu'on a un peu faire le tour des questions et puis on rêve moins de ce qui a été vendu pendant des siècles, disons. On est moins attiré par
comment dire, les bénéfices éventuels d'une colonisation, parce qu'on sait très bien que le but, au fond, c'est quand même une démarche oppressive. Et les aspects positifs de la colonisation, c'était les mots employés par un politicien à l'époque. Voilà, c'est ça. Mais on comprend qu'en réalité, non, c'était un projet de domination, un projet d'effacement culturel pour des bénéfices économiques essentiellement, on peut le dire, parce que au fond, c'est toujours l'argent qui est au fond de tous ces projets. Et aujourd'hui, les populations, les peuples veulent autre chose. Ils veulent une forme d'émancipation, ils veulent une forme de reconnaissance de ce qu'ils sont essentiellement, et ça passe nécessairement par des mouvements de résistance, par des oppositions qui, bon, peuvent être pacifiques ou non, mais en fait, c'est ça à quoi on assiste d'une certaine manière en ce moment. Je vous pose la question parce que le débat, il est quand même assez vif. Ce sont des choses qui touchent à notre structure intellectuelle, à notre construction psychologique, qui ont laissé des réminiscences dans nos rapports humains avec nos femmes, avec nos enfants, avec nos parents et avec la société de manière générale. Aujourd'hui, est-ce que nous devons aller dans cette direction de réparation qui est demandée systématiquement? On entend souvent des mouvements de réparation qui se mettent en place pour demander des réparations quant à cette grande période qu'est l'esclavage, qui est un pan de notre histoire, mais qui n'est pas notre histoire. Est-on dans le vrai quand on est dans cette direction? Je pense que oui. Parce que c'est une manière aussi d'ouvrir un débat essentiel, puisque cette main-d'œuvre gratuite qui a construit l'Occident et a souvent connu essentiellement que souffrance et mépris, en fait, a besoin aussi d'être valorisé pour le travail qui a été accompli. Parce qu'en réalité, si la Guyane existe, c'est essentiellement par le travail des personnes qui ont contribué à aménager ce territoire. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi à un moment donné de reconnaître ces efforts par la descendance de ces personnes. Et ce n'est pas un fait unique dans l'histoire. On a vu d'autres peuples qui ont eu des réparations suite à des crimes qui ont été commis par le passé. C'est tout à fait normal. La justice admet des réparations lorsqu'il y a, une reconnaissance d'un crime ou d'un fait. On va parler ce matin de choses qui piquent un peu et on va pas forcément se faire que des amis. Je préviens déjà, ça va un peu piquer. Le débat est un peu particulier. Par exemple, lorsqu'on parle aujourd'hui on va comparer des choses et ce sont juste des textes de pensée. Il n'y a aucune vision politique. Je le dis pour ceux qui pourraient mal interpréter et mal comprendre les choses. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a quand même deux poids, deux mesures. Lorsqu'on voit l'ensemble des associations panafricanistes, d'afro-descendants, parce que ce sont également deux choses totalement différentes, qui parlent de réparation quant à l'esclavage, 5 siècles, on a l'impression que le poids de nos mots, le poids de nos douleurs également, ces poids restent moindres face notamment à toutes ces associations, notamment juives, qui elles n'hésitent pas et arrivent à avoir beaucoup plus de moyens pour pouvoir mettre en place ce système de réparation. Oui, mais c'est une question d'organisation. On en parlait encore avec certains membres de l'association qui me fait l'honneur de m'inviter. C'est aussi une question d'organisation, parce que les communautés juives ont ceci d'avantager qu'elles sont unies dans un même but, en fait. Et parce qu'elles partagent. C'est vraiment notre problème? Je crois qu'il y a beaucoup de cela, parce que on n'a pas une base. Il y a des questions de leadership aussi qui se posent. Parce que être juif, c'est d'abord une religion. Il ne faut pas l'oublier. Et quand les mouvements de réparation, pour ce qui concerne l'esclavage notamment, ce n'est pas un fait religieux, c'est un fait essentiellement politique. Donc déjà, dans l'analyse, on se trompe, on oppose une religion à... C'est tout à fait... Oui, on se trompe. À quelque chose, parce qu'on oppose des Noirs à des Juifs. Voilà. On oppose une couleur de peau, un état de fait, à une religion. Donc dans le débat, il y a quand même déjà à la base même un postulat qui est mauvais? Qui est mauvais, puisque on ne se situe pas au même niveau, on n'a pas les mêmes armes pour combattre, et puis de toute manière, ce n'est pas un référent. Dans l'absolu, le monde noir a des problématiques qui lui sont propres aussi, il faut bien le reconnaître. Et se dire que si la question des réparations doit être posée, c'est simplement parce qu'on reconnaît le travail qui a été fait. Tout travail mérite salaire. Je pense que tout le monde le sait. Donc à partir de ce moment, on est bien obligé d'aborder la question du salaire. Et si les vivants ne sont plus là, enfin, les anciens ne sont plus là, les vivants restent. Et ils ont bien aussi le bénéfice d'un héritage qui peut se traduire par une forme de réparation. Et c'est tout à fait légitime. Ensuite, aux autorités de trancher. Lesquelles? Politique, éventuellement, la République française, qui est premièrement concernée, puisqu'elle a été... Elle a été bénéficiaire. J'ai un peu de mal à vous suivre sur ce coup-là. Et permettez-moi d'insister avec cette question. Doit-on demander l'accord à ceux qui ont été les instigateurs de la souffrance de millions de Noirs, qui ont déporté des millions de personnes, et leur demander, alors peut-être pas une autorisation, mais
une aide, une co-construction Non, de ce n'est quelque pas chose un qui nous aiderait à aller mieux? Non, ce n'est pas un accord. Aujourd'hui, les Guyanais payent des impôts à l'État français. Oui. Et les Guyanais ont une histoire singulière. Parce que le peuple français, c'est cosmopolite, évidemment. Le peuple français, en fait, il y a des composantes qui n'ont pas tous la même histoire. Mais les descendants, on va dire d'esclaves, quoique j'aime pas trop cette filiation, parce que ça ne s'arrête pas à cela. Il y a beaucoup plus que ça. Mais enfin, si on admet la question des réparations et qu'on se limite à cela, on peut quand même dire que aujourd'hui, ces descendants payent encore des impôts de l'État français, ont encore une vie sociale, etc. Donc, il y a besoin de reconnaissance aussi. Je vais dire. À quel niveau de la reconnaissance? J'ai un peu de mal à comprendre dans quelle direction on va lorsqu'on demande cette reconnaissance aujourd'hui. Parce que a-t-on besoin de leur reconnaissance déjà? Est-ce que la question, a-t-on besoin de leur reconnaissance? La question ne se pose pas en termes de besoin ni d'autorisation. Oui. C'est un rapport de force qu'il faut savoir imposer. Parce que malheureusement, dans une société organisée, la politique fonctionne par des rapports de force. Tant aussi longtemps que les sociétés, tout au moins les organisations qui souhaitent des réparations ne sont pas structurées pour pouvoir atteindre leur objectif, ça va rester un débat sans fin. Mais l'idée, c'est de reconnaître premièrement le travail des ancêtres qui ont été déportés sur ces territoires, de ne pas gommer cette histoire qui est dans un sens quand même relativement encore présente et certainement encore douloureuse. Quand on y pense dans le détail, on comprend que ce n'était pas une vie facile. Voilà, donc on doit pouvoir traduire ceci pour le bénéfice de ceux qui sont les descendants de ces personnes qui ont été déportées. C'est tout à fait normal. C'est dans l'ordre des choses, c'est une manière de rendre justice. Voilà. Donc, au-delà de cela, évidemment, il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place. Il y a des oppositions aussi qui seront évidentes. Mais l'idée, c'est de reconnaître déjà que c'est un débat dans la société et qu'on a quand même le droit de s'inquiéter de cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, en grande majorité aussi, ces descendants sont souvent dans des situations économiques difficiles. Oui, il y a une précarité qui est organisée quand même. C'est une évidence. On doit quand même apprendre à se regarder en face. On a un peu de mal parfois à mettre les mots sur des choses qui sont d'une évidence et qui sont léguées comme un héritage maudit. Notamment, on le voit lorsqu'on parle d'Haïti, on parle de pays maudit, alors que non, on le voit que c'est un gouffre financier qui a été organisé depuis des siècles et qui se répercute aujourd'hui sur la population. On le voit également sur les territoires ultramarins et on va parler du territoire que je connais le mieux. Donc chez moi, ici, en Guyane, dans la philosophie taoïste, on dit pour mieux connaître les autres, il est nécessaire de se connaître soi-même. Est-ce que nous nous connaissons suffisamment pour mieux connaître les autres qui sont en face de nous et savoir comment parler avec eux? C'est une grande question, effectivement, parce qu'en réalité, il se trouve que l'un des désavantages, on peut le dire de cette manière, de la colonisation, de la domination, c'est de gommer l'identité des individus qui sont soumis à cette domination, à cette tutelle. Voyez. Donc aujourd'hui, on porte des noms, on parle une langue, on a des référents culturels qui sont essentiellement fournis par une histoire, on va dire un pays ou un projet civilisationnel qui a eu vocation à tout faire pour justement éloigner des individus de leur centre de gravité d'une certaine manière. Donc la question de qui suis-je est essentielle. Oui. Voilà, avant d'engager une démarche de reconnaissance, de renaissance, d'émancipation, il faut déjà savoir définir sa propre identité. Voilà. Il y a 4 rendez-vous avec vous, notamment le premier qui commence demain, ce sera à l'Université de Guyane, 2 conférences. La première sur la spiritualité africaine. Aujourd'hui, on voit qu'il y a cette quête de spiritualité totalement différente de ce qu'on a reçu dans notre éducation, la sacro-religion judéo-chrétienne avec tout ce qui va avec, qui a très souvent utilisé le fouet d'un côté de la main et la Bible de l'autre côté pour faire rentrer ses valeurs. Beaucoup de personnes réfutent aujourd'hui ce qu'elles ont appris et se dirigent vers une spiritualité qui semble correspondre à ce qu'elles sont. Comment aujourd'hui appréhender la spiritualité africaine qui est énorme et qui dit énormément de choses également? En fait, le fait est simple, je vais tenter justement de le clarifier demain, mais déjà je peux dire une chose, c'est que la question de la spiritualité est essentiellement liée à l'imaginaire en fait. Donc il faut déjà savoir travailler sur ce qu'on appelle le monde intelligible, c'est-à-dire le monde des idées. Je vais l'expliquer dans le détail pour expliquer qu'en réalité, tout ce qui est matérialisé est d'abord émane d'un monde qui est notre imaginaire qu'on appelle le monde intelligible en fait. Donc sur cette base on saura mieux appréhender la question de la spiritualité qui est effectivement vaste, mais je vais essayer dans le fond de me limiter à quelque chose qui peut être intelligible, facile à comprendre pour tout le monde. Vous qui avez pris le temps d'écrire quand même, quand on écrit autant de livres que vous, on passe énormément de temps à faire des recherches, on passe énormément de temps à rencontrer du monde. J'imagine qu'au fur et à mesure de ces rencontres et de ces écritures, il y a des certitudes qui ont été étayées. Quelles sont les certitudes
qui étaient quelque part des doutes au départ, mais qui sont devenus aujourd'hui des faits avérés pour vous? La question de l'Égypte pharaonique, par exemple, parce que j'ai beaucoup lu professeur Cheikh Anta Diop et qui, à un moment donné, nous a conseillé de nous orienter vers la vallée du Nil pour avoir des vérités sur ce que nous sommes fondamentalement. Parce que la civilisation égyptienne, faut-il le rappeler, c'est quand même encore la civilisation la mieux aboutie que l'humanité ait jamais su produire. Donc, sur cette base, on peut dire que nous avons le bénéfice d'une matrice qui peut nous permettre, quand je dis nous, je parle du monde noir en général, de rénover notre imaginaire, de rénover aussi, ou tout au moins d'organiser nos lieux de souveraineté. Et je pars avec l'idée que, puisque c'est une civilisation qui a su faire ses preuves et que les fruits sont encore perceptibles à travers les peuples qui sont les héritiers légitimes de cette civilisation, on peut encore justement aller questionner cette civilisation, donc nos ancêtres, pour savoir en tirer le mieux qu'on puisse faire pour organiser notre espace, notre vie, pour le mieux-être, voilà. Je vais vous poser une question un petit peu provocatrice, justement, par rapport à l'Égypte. Est-ce que nous, les afrodescendants, n'avons pas eu ce regard un peu méfiant vis-à-vis de la culture égyptienne, parce que la représentation qui en a été faite pendant de très nombreuses années était des personnes blanches, notamment Elizabeth Taylor et tous ces films qui montraient des Égyptiens blancs, et finalement on se dit, mais ces personnes ne peuvent pas être garantes de notre histoire alors qu'elles ne nous ressemblent pas. C'est une certitude, ça a été voulu aussi. Et puis c'est du cinéma, faut pas l'oublier. Ah, mais le cinéma est l'un des moyens de propagande qui a le mieux marché pour faire passer les idées. On est bien d'accord, c'est sûr que ça persiste même encore aujourd'hui par dans certains cénacles, on continue de croire que les anciens Égyptiens étaient des Blancs, etc. Bon, non, mais il s'agit simplement de se penser sur les faits, et puis sur certains auteurs, même certaines œuvres cinématographiques aujourd'hui qui assument pleinement ce fait. Mais c'est vrai que et il y a aussi le fait de la Bible qui démonise l'Égypte pharaonique. Il ne faut pas l'oublier, parce que le pharaon dans la Bible. Ah, mais ils ont voulu tuer les vrais croyants. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, on en sort. Heureusement qu'il y avait le bâton pour ouvrir l'eau. On en sort progressivement et on peut se dire que. Ce sont de belles histoires quand même. Des histoires, certes, belles, je sais pas. Des histoires qu'on peut raconter. Voilà. Alors, des histoires, en tout cas, qui marquent les esprits et qui se transmettent comme un héritage qui permet de fixer les idées dans la tête. Voilà, non, c'est certain. Donc, mais on en sort. J'aurais pu dire grâce à Dieu, on en sort. Et aujourd'hui. Doit-on le dire? Peut-on le dire? Oui, puisqu'il s'agit ensuite de définir ce que c'est que Dieu. C'est un autre débat. Et quel Dieu? Voilà. Mais grâce à Dieu, on en sort et voilà, Dieu merci. On aura certainement l'occasion d'y revenir lors des conférences, voilà. Vous entamez également le 11 une conférence sur Cheikh Anta Diop avec les hiéroglyphes 30 ans après. Voilà. Quand on est français, qu'on est bien français et qu'on aime un peu l'histoire, on parle de hiéroglyphes. Il y a un nom qui revient, c'est Champollion. Oui. Champollion, c'est celui qui a permis, égyptologue, qui a permis de mieux comprendre ce que ça signifiait et qui a permis de pouvoir, en tout cas, décrypter les messages qui étaient passés, mais dans sa grande lecture de l'Égypte ancienne à travers ces signes, il a oublié une grande partie concernant l'histoire des Noirs égyptiens. C'est certain. C'est pas un reproche qu'on peut faire à Champollion dans un sens, parce qu'il était quand même de bonne foi, on doit savoir le reconnaître. Ouais. Ce sont ses suivants qui être de bonne foi dans le cercle de cette époque, c'est vraiment être de bonne foi ou bien? Oui, Champollion, Jean-François était de bonne foi. Honnêtement, on peut le dire. Il est mort très jeune, donc il n'a pas eu le temps de développer son travail. Il n'y a pas eu de courant de pensée Champollion. Non, par contre, il annonce dans ses travaux quand même des questions fondamentales, parce qu'il a su mettre en opposition une origine éventuellement sémitique de l'Égypte pharaonique et africaine. Donc il a dit que c'est en questionnant ce fait qu'on saura mieux comprendre finalement ce que c'est que cette civilisation. Oui. Voilà. Donc oui, mais il n'a pas vécu longtemps, malheureusement, il n'a pas su développer sa pensée sur ces questions. Il n'a pas pu, malheureusement, il n'a pas eu le temps pour ça. Mais vous partez des travaux de Cheikh Anta Diop, qui, lui, a eu quand même pas mal de temps, qui a développé ses travaux et qui a eu la très bonne idée de les partager à travers de très nombreuses conférences qui ont permis de rencontrer et de fédérer autour de lui bon nombre de spécialistes qui avaient été écartés parce que leur thèse ne plaisait pas beaucoup. Aujourd'hui, ces travaux commencent à faire référence et permettent à des personnes comme vous de pouvoir rétablir une certaine vérité? C'est certain. Cheikh Anta Diop, on peut le dire, a eu raison dans ses écrits. Jusqu'ici, il n'y a pas eu réellement de contestation. Enfin, on dit souvent que ce sont des thèses controversées, mais c'est simplement le mot qu'on annonce, mais on ne dit jamais en quoi à quoi consiste la controverse finalement. Donc l'idée, c'est simplement de lire l'auteur si on veut comprendre de quoi il s'agit. Et effectivement, les suivants de Cheikh Anta Diop, disons ceux qui ont suivi sa pensée aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui ont su produire des travaux remarquables. Et on peut penser que c'est un moyen pour justement le continent noir et les afro-descendants de rénover leur pensée sur des questions essentielles, notamment la question des origines, de la civilisation, etc., des cultures. Et pour nous, c'est une occasion précisément de partage, pour montrer où est-ce qu'on en est aujourd'hui, 30 ans après
le décès de professeur Diop, où est-ce qu'on en est de ce qu'il a pu dire de son vivant, et est-ce que finalement il a eu raison ou pas d'annoncer cette Afrique qui vient, d'annoncer ce monde qui vient, notamment à travers la lunette de l'Égypte pharaonique, qui pourrait permettre justement au monde noir d'envisager une forme de renaissance. Oui, ça fait écho notamment au discours de Nicolas Sarkozy, qui était quand même venu dire que l'homme africain devrait trouver sa place dans le monde, alors que l'homme africain est la place dans le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, au-delà même de cette manipulation politique qui était provocatrice et qui était dans une posture coloniale, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que nous devons affirmer beaucoup plus fermement nos savoir-faire, nos savoirs, et les propager au plus grand nombre, et surtout les simplifier, parce que c'est très intéressant, mais il y a un gros défaut dans toutes ces connaissances. Elles ne sont pas toujours abordables pour tout le monde. C'est une certitude, c'est un travail qu'il faut faire. Nous avons des projets qui seront annoncés, mais pour répondre simplement, c'est la diffusion, la diffusion des humanités classiques africaines, puisque c'est de cela qu'il est question, consiste essentiellement au recul de l'ignorance et faire avancer en fait la lumière sur des espaces qui jusqu'ici n'ont pas nécessairement eu le bénéfice d'être confrontés à cette réalité culturelle-là. Donc l'idée, c'est de multiplier les occasions de rencontres, et justement le fait que nous soyons aujourd'hui en Guyane, c'est une occasion précisément de sensibiliser le public guyanais sur ces questions, parce que je pense qu'il gagnerait à être mieux informé. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.